Bonjour à tous. À une époque où on parle de CAC 40 quotidiennement dans les journaux, de sociétés qui génèrent des milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploient des milliers de salariés, il est devenu difficile d'imaginer un fonctionnement d'entreprise sans action. En effet, ces dernières sont très utiles pour se partager un capital, les revenus et les pouvoirs décisionnaires. Cela nous paraît naturel que des personnes mettent leurs biens en commun dans une société et se partagent les bénéfices une fois tous les coûts de fonctionnement supportés. Aussi, il est tout à fait naturel de pouvoir échanger des titres en achetant et en revendant des actions sur des places boursières. Mais cela n'a pas toujours été le cas. La question qui se pose alors est mais où, quand et comment cela a commencé? Peut-être vous vous direz que la toute première société à action de l'histoire a vu le jour avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ou peut-être en Italie, avec l'avènement des premiers banquiers autour du XIIe siècle. Eh bien non. Si vous désirez connaître l'histoire de la première société à action attestée dans le monde, vous êtes au bon endroit. Alors installez-vous confortablement, vous êtes sur la chaîne de Monsieur Fiscal et je vais aujourd'hui vous faire voyager dans le temps pour vous raconter un pan méconnu de notre histoire fiscale. Pour poser le décor, notre histoire commence en plein Moyen Âge, peu après l'an 1000, sur les bords de la Garonne. À cette époque, il y a une forte croissance démographique et à cause des grandes invasions qui succèdent à l'Empire romain, des paysans se mettent sous la protection d'un seigneur, tandis que d'autres se mettent à défricher des terres pour être indépendants. En parallèle, côté technologique, on note beaucoup de progrès, notamment avec l'usage de l'arbre à cames et le développement de moteurs hydrauliques, entraînant un véritable essor pour les moulins qui fleurissent tout au long des fleuves européens et où les paysans peuvent venir moudre leurs grains, presser des olives, fouler les draps ou tanner les pots. En même temps, l'utilisation de la monnaie se développe grâce au denier, valant un douzième de sol et un 240e de livre. Et à mesure que son utilisation se démocratise, naît l'intérêt de produire en excès afin de revendre le surplus de production et donc de développer ses richesses. Dans le sud de la France, aux abords d'une petite ville qu'on appelait en occitan Tolosa, devenue plus tard Toulouse, on produisait beaucoup de céréales. De plus, la proximité de la Garonne et de ses courants forts font que les moulins hydrauliques étaient destinés à y pousser comme des champignons. Sur les 3 siècles qui suivirent, les moulins initialement à nef, c'est-à-dire des moulins flottants ressemblant à des catamarans, sont remplacés par des moulins terriens qui sont installés notamment sur les bords des fleuves et où sont construites des chaussées, des sortes de mini-digues faites en pierre, immergées, traversant la Garonne de part en part, servant à accélérer le courant, et sur lesquelles on installait des poteaux en bois, et où on installait aussi des moulins. Au XIIe siècle, la ville de Toulouse regroupait une soixantaine de moulins répartis en 3 gués, qui mesuraient chacun plusieurs centaines de mètres. Le château Narbonnais en amont de la Garonne, les moulins de la Dorade un peu plus en aval, et le Bazacle, encore plus en aval, mentionné en 1177, et qui mesurait 400 mètres de long. Le problème qui commence à se poser, c'est que les chaussées s'abîment rapidement, surtout lorsqu'il y a des crues et les moulins et les pontons de bois souffrent de l'humidité. Naturellement, cela nécessite des réparations régulières et l'entretien coûte cher, très cher. Il fallait donc que les gens qui souhaitaient continuer à disposer des moulins se regroupent pour mutualiser les charges et donc payer les baux à besogne, qui étaient des sortes de contrats de maintenance ou de réparation conclus avec les artisans. Au début, les gens se sont regroupés en sociétés de pariers, avec ce que l'on appelle le paréage ou pariage, mais on ne peut pas encore appeler cela des sociétés à action. À la limite, on se rapprocherait plutôt d'une société en non collectif où tout le monde est solidairement responsable financièrement et décide collectivement des réparations ou des dépenses à réaliser. Chose intéressante est qu'on atteste dès le XIIe siècle que les pariers se réunissaient pour élire les administrateurs, dont le mandat était de 1 an, et qui géraient les affaires courantes au nom du collectif, ce qui devait grandement faciliter la gestion. Le business commence à prendre forme, et notamment en 1152, la municipalité de Toulouse a édicté un taux de prélèvement en nature sur tous les sacs de blé des paysans qui venaient moudre leurs grains dans les moulins du Bazacle. Ce prélèvement s'élevait à 1/16e de production sur chaque sac et était ensuite stocké sous scellé afin d'être redistribué aux propriétaires, les pariers, 2 à 3 fois par mois en proportion de leur part dans le capital. Un peu comme un dividende en nature. Notez que les pariers, au début, n'étaient propriétaires que des gués, des chaussées. Et même si certaines années de fortes crues, comme en 1177, 1220 ou 1258, ont fortement impacté les économies des pariers,
Sur le long terme, c'était un très bon investissement, puisque 2 siècles plus tard, au XIVe siècle, cette association détenait aussi les moulins qui étaient situés sur l'ensemble de la chaussée. Pour couronner le tout, la concurrence disparaît puisqu'en 1346, une crue vint détruire complètement les moulins du château et les pariers du château Narbonnais emmenèrent ceux des moulins de la Dorade en procès afin qu'ils rabaissent le niveau de leur chaussée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pariers des différentes compagnies se livrent des batailles juridiques depuis le tout début. Parce que à chaque fois qu'une réparation a lieu suite à une crue, chacun tente de surélever la hauteur de sa chaussée afin d'ajouter de la force au courant, élevant la hauteur de chute et maximisant ainsi le rendement de leur moulin. Chose est qu'en faisant cela augmentait le niveau de la Garonne et réduisait la hauteur de chute pour ceux qui étaient situés en amont, qui justement perdaient en force de courant et donc en efficience pour leurs moulins. La destruction des moulins du château de 1346 et les années de procès qui suivirent contre les moulins de la Dorade solderont la mort économique des 2 principaux concurrents des moulins du Basacle et c'est là que les choses sérieuses commencent. En 1372 est enfin créé l'Honor del Molins del Basacle. En français, l'honneur des moulins de Basacle. Personnalité juridique qui figure sur tous les documents depuis lors en tant que personne morale. Une charte voit le jour et 96 parts sont créées. Même si ceux détenant les parts n'en avaient pas le nom, on peut enfin les qualifier d'actionnaires. Ces 96 parts consistaient en des papiers notariés, des titres de propriété, et sont appelés huchos. Ils étaient anonymes et pouvaient être revendus librement à qui on voulait. Il n'existait à l'époque ni droit de préemption, ni droit de préférence. Aussi, la responsabilité financière des pariers se limite à leur participation, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus indéfiniment responsables sur leur patrimoine personnel, et si l'un des pariers n'avait pas assez d'argent pour payer son quote-part de charge, on revendait son huchot et c'est le prix de vente qui servait à payer les dépenses. Les bénéfices sont répartis entre les actionnaires et une assemblée annuelle approuve les comptes, vote les décisions importantes et élit un dirigeant. D'ailleurs, à ce moment-là se développe une véritable comptabilité avec des registres sur lesquels chaque parier avait un compte et en fin d'exercice, on vérifiait que l'ensemble des sacs distribués correspondait bien à la production. S'il y avait une différence, elle était en général expliquée par les pertes d'humidité, la dessiccation ou les attaques de rongeurs. On acceptait donc une part de perte comme dans un supermarché de nos jours. Sur leur livre de compte, on pouvait retrouver pour chaque transaction l'opération effectuée, la date, le montant en livres, sols, deniers, écus. D'ailleurs, les comptables écrivaient en chiffres romains car les gens de l'époque, bien qu'ils connaissaient les chiffres arabes, les trouvaient trop faciles à falsifier. Aussi, on sait qu'il y avait 2 circuits de rémunération. La rémunération en grains en nature avec le 16e prélevé, mais également un circuit monétaire dont les ressources provenaient des fermages. Les fermages, c'était les locations des moulins qui n'étaient pas destinés à moudre le grain. Car avec le temps, les moulins servaient aussi de scierie, de forge, de foulage du drap, et on mettait même en location des pêcheries, des zones sur lesquelles certaines personnes avaient conclu un bail pour pouvoir y pêcher librement. Ainsi, avant la distribution des bénéfices, on devait d'abord régler le cens au seigneur, ainsi que les payes des travailleurs. Silence, la vilaine! Viens! Branche-la et va ton chemin! Et oui, car on employait des salariés dans les moulins dorénavant. Il fallait payer les notaires, les comptables, les avocats et les huissiers. Pour prévoir ces dépenses, on effectuait une taille, à la manière d'un appel de fonds dans une copropriété, pour prévoir les dépenses qui allaient arriver dans l'année. À chaque fois qu'un huchot était vendu, le notaire indiquait si la taille avait été prélevée pour les besoins à venir, comme dans une transaction immobilière de nos jours. Autant vous dire que rapidement, on commençait à s'échanger régulièrement ces huchots dont la valeur pouvait varier en fonction des années, des récoltes précédentes ou des réparations à venir. Sans surprise, une partie de la bourgeoisie toulousaine hérita de ces huchots. D'autres pariers, eux, firent fortune grâce à cet investissement et purent sortir de leurs conditions, devenant par la même occasion des notables de la ville. Peu à peu, les moulins de Basacle devinrent une véritable entreprise et au XVIIe siècle constituaient un exemple de modernité technique célèbre dans toute l'Europe. D'ailleurs, elle figurait même dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert éditée le siècle suivant. C'est notamment au XVIIe siècle que naîtra la Compagnie hollandaise des Indes orientales et que seront distribuées des actions anonymes suivant le modèle de notre petite entreprise de moulins toulousaine. Cela permit de financer les grandes expéditions commerciales tout en mutualisant les risques que constituaient la perte des navires, des marchandises, mais également les gains lorsque les bateaux revenaient sains et saufs. L'adage restant le même, mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il est préférable de posséder 1/10 de chaque bateau plutôt qu'un bateau sur 10, surtout si c'est celui qui finit par couler. C'est aussi à ce moment-là que se développent les premières assurances sur ce même principe de mutualisation des risques, mais je vous garde l'histoire des grandes expéditions et des avancées techniques pour une prochaine vidéo.
Pour ceux qui se demandent ce qu'il est advenu des moulins de Bazacle, eh bien sachez qu'en 1887, le site des moulins est loué à la Société toulousaine d'électricité, devenant l'année suivante l'une des premières centrales hydroélectriques, qui alimentera plusieurs usines des environs. En 1910, la Société toulousaine d'électricité finit par absorber la Société des moulins du Bazacle pour être nationalisée en 1946 en intégrant EDF. Aujourd'hui, l'endroit se dénomme l'espace Bazacle et une partie est toujours destinée à la production d'électricité tandis que l'autre est ouverte au public avec des expositions permanentes et temporaires en plus d'abriter un restaurant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo histoire. Cela m'a personnellement fait du bien de changer un peu des vidéos techniques. Aussi, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant ou en laissant un commentaire. A plus les cotisants!